L'oncle Bernard a tapoté son verre de vin en cristal, et la pièce a plongé dans un silence de mort. Je venais de passer 3 semaines à survivre uniquement grâce au café noir pour empêcher les serveurs de son entreprise de s'effondrer. Il s'est raclé la gorge et a annoncé qu'il remettait le contrôle total de mon projet d'intelligence artificielle à son fils, Thibaut, le même gars qui avait récemment échoué à 3 entretiens pour des postes de débutants. Une épaisse pile de papier a été claquée sur la table en acajou juste devant moi, il s'agissait d'une clause de non-concurrence. Bernard m'a fixé intensément, rappelant à toute l'assemblée comment il avait sorti mes parents de la faillite il y a 20 ans. La main tremblante de ma mère a saisi ma manche et elle s'est penchée vers moi, me suppliant dans un murmure frénétique de simplement m'excuser et de maintenir la paix. J'ai posé ma fourchette en argent, j'ai ancré mon regard dans le sien et j'ai pris une lente et profonde inspiration. J'ai gardé mes mains parfaitement immobiles sur mes genoux. Sous la lourde nappe en lin, mon pouce a trouvé l'écran de mon téléphone qui s'est déverrouillé dans l'obscurité. 3 pressions, c'est tout ce qu'il a fallu pour entrer dans le portail d'infrastructure cloud. J'ai navigué jusqu'à la liste de contrôle principal et j'ai localisé les comptes d'administrateurs globaux de Thibaut et de Bernard. Glisser vers la gauche, révoquer l'accès, confirmer. Le système a traité le verrouillage instantanément. J'ai repoussé ma chaise, laissant les pieds en bois grincer durement contre le sol de la salle à manger. Le crissement a percé le silence tendu. Je me suis levée, j'ai lissé les plis de ma robe et je leur ai dit à tous de profiter du reste de leur soirée. Puis j'ai tourné le dos et j'ai franchi la porte d'entrée. L'air frais de la nuit parisienne a frappé mon visage et le poids atroce dans ma poitrine s'est enfin levé. Je m'appelle Clémence, j'ai 35 ans. Au cours de la dernière décennie, j'ai été l'ingénieur système principal qui maintenait l'empire d'entreprise de cette famille en vie. Mais pour eux, je n'ai jamais été une professionnelle, j'étais juste la fille des assistés. En grandissant, chaque fois que Thibaut faisait un caprice et voulait mon projet d'exposition scientifique ou ma place pour une recommandation universitaire, ma mère m'arrachait physiquement les opportunités des mains pour les lui donner. Elle me prenait à part, ses mains tremblantes, ses yeux se tournant nerveusement vers le bureau de Bernard. « Laisse-le simplement l'avoir, murmurait-elle, souviens-toi de ce que ton oncle a fait pour nous, nous lui devons nos vies. » Pendant 20 ans, mes parents ont vécu comme des fantômes terrifiés dans leur propre peau, baissant constamment la tête parce que Bernard avait racheté leur entreprise en faillite pour des clopinettes et l'avait appelée une mission de sauvetage héroïque. La fausse gratitude est la chaîne la plus cruelle qu'une personne puisse verrouiller autour de votre cou, car elle déguise une prise d'otage de toute une vie en une faveur généreuse. Ils ont brisé l'estime de soi de mes parents avec ce seul concept, la gratitude. Maintenant, Bernard pensait pouvoir utiliser cette même culpabilité pour me forcer à remettre un système d'intelligence artificielle de plusieurs millions d'euros à un garçon qui ne pouvait même pas dépanner son propre mot de passe de messagerie. Mais Bernard a fait une erreur de calcul catastrophique ce soir-là, il a oublié qui avait réellement construit la cage numérique à l'intérieur de laquelle il essayait de m'enfermer et il a complètement oublié qui détenait les clés maîtresses. Le lendemain matin du dîner, j'en étais à la moitié de ma première tasse de café quand mon téléphone s'est éclairé. C'était un SMS de Thibaut qui ne m'a pas demandé comment j'allais et ne s'est pas excusé pour la veille. Il a juste envoyé une série de points d'interrogation suivis d'une exigence de réparer immédiatement le portail de développement interne parce qu'il avait une réunion de conseil d'administration dans 1 heure. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé les 3 points de sa bulle de saisie apparaître et disparaître, frénétique et désespéré. Puis est venu l'appel de Bernard. J'ai laissé sonner jusqu'à ce que cela passe sur la messagerie vocale. Je pouvais presque entendre ses dents grincer à travers le haut-parleur alors qu'il menaçait de rendre mon indemnité de départ aussi vide que ma chaise si je refusais de rétablir son accès. Il essayait de m'affamer. Il pensait qu'en retenant mon dernier paiement, je reviendrais en rampant dans les 48 heures, suppliant pour retrouver mon ancien emploi juste pour payer mon loyer. Mais Bernard jouait à un jeu d'il y a 20 ans. Il ne savait pas que j'avais passé le dernier mois à me préparer tranquillement pour ce moment précis. J'avais déjà liquidé mes fonds de réserve et contracté un prêt privé en utilisant ma voiture comme garantie. J'avais assez d'argent pour tenir 6 mois, plus important encore, j'avais assez pour verser une avance de 40 000 € à un avocat spécialisé dans le démantèlement des narcissiques d'entreprise.
Pendant que Bernard était occupé à menacer mon compte bancaire, j'étais assise dans mon bureau à domicile en train de terminer un audit approfondi des anciens serveurs qu'il m'avait forcé à migrer vers le cloud le mois dernier. Il voulait que ce soit fait rapidement pour économiser de l'argent, mais dans sa hâte, il a oublié une chose. Les anciennes archives de mai de 2004 étaient toujours là, enfouies dans un fichier corrompu que je n'étais pas censé trouver. J'ai cliqué sur le fichier et il a fallu 3 minutes pour reconstruire l'index. Quand il s'est ouvert, l'air dans mes poumons s'est transformé en glace. Ce n'était pas seulement une faillite. Il y avait des dizaines de mai entre Bernard et un agent de crédit senior à la banque. Bernard n'avait pas sauvé l'entreprise de mes parents, il avait activement saboté leur ligne de crédit, murmurant à l'oreille de la banque que mon père était un risque, s'assurant que la saisie ait lieu. Ensuite, il est intervenu en tant que sauveur, rachetant les actifs pour 30 centimes par euro. Le héros qui exigeait 20 ans de nos vies en guise de paiement était en réalité l'incendiaire qui avait allumé le feu. Le conseil d'administration forçait Bernard à prendre sa retraite parce que la croissance de l'entreprise stagnait. Il n'était pas seulement malveillant, il était désespéré. Il avait besoin que Thibault revendique mon système d'intelligence artificielle pour que le conseil considère Thibault comme un visionnaire et vote pour lui en tant que prochain directeur général. C'était un jeu de lignée froid et calculé, et je détenais les preuves qui prouvaient que toute la fondation de son empire était bâtie sur un crime. Mardi, Bernard a réalisé qu'il était complètement bloqué hors des serveurs cloud. Il ne pouvait pas hurler ou intimider pour contourner un cryptage de niveau militaire. Alors, il est devenu désespéré et est passé au physique. Il a saisi mon ancien ordinateur portable d'entreprise sur mon bureau abandonné, a fait appel à un consultant technique extérieur louche et a forcé l'accès à l'écran de connexion locale. Juste là, sur le bureau, se trouvait un dossier manifestement non protégé que j'avais nommé Noyau Élysée AI version 1. Il a mordu à l'hameçon instantanément, croyant que je n'étais qu'une amatrice négligente. Bernard a rédigé un email anonyme, a joint le dossier et l'a envoyé directement à la société de capital risque qui devait financer ma nouvelle start-up indépendante à hauteur de 3 millions d'euros. Le message était une menace directe affirmant que j'avais volé un code source exclusif et leur disant de m'abandonner ou de faire face à un procès massif pour propriété intellectuelle. Mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Une alerte de sécurité spécialisée a flashé sur l'écran. J'ai pris l'appareil, lu la notification et laissé échapper un rire lent. Bernard est un homme qui a passé 2 décennies à croire que tout le monde autour de lui était inférieur. Il se nourrit de l'illusion qu'il est la personne la plus intelligente de n'importe quelle pièce. Ce genre d'arrogance est un défaut fatal parce qu'il vous rend aveugle. Il pensait sincèrement qu'une femme qui construisait des architectures de sécurité d'entreprise pour gagner sa vie oublierait par hasard le travail de sa vie sur un disque dur d'entreprise non sécurisé. Il n'a jamais pris le temps de considérer que le dossier était un pot de miel. C'était un piège à ours numérique. À la seconde absolue où son technicien engagé a ouvert ce fichier, des filigranes cachés et des traceurs de métadonnées se sont réveillés. Ils ont silencieusement envoyé un rapport de diagnostic complet directement à mon serveur privé. J'avais son adresse IP exacte. J'avais l'adresse MAC de la machine. J'avais l'horodatage liant les fractions directement au bureau principal dans son bureau d'angle. Il pensait lancer un missile furtif pour ruiner ma réputation et mettre mon avenir en faillite. Au lieu de cela, il venait de commettre un espionnage industriel et il avait signé son propre nom sur les aveux. Bernard s'est adossé dans son fauteuil en cuir, joignant ses doigts comme un roi tenant sa cour. Il portait un sourire protecteur et méprisant, totalement confiant que son email anonyme avait déjà détruit le financement de ma start-up. Il pensait que cette déposition n'était qu'une formalité, un tour d'honneur. Thibault était assis à côté de lui, faisant défiler nonchalamment son téléphone, complètement ennuyé par tout le processus. De l'autre côté de la table, mes parents étaient assis rigides. Leurs épaules étaient voûtées, ce qui les faisait paraître petits et fragiles. Ma mère continuait de se tordre les mains, ses yeux se tournant vers moi, me suppliant silencieusement de me rendre. Elle pensait toujours que nous étions les méchants. Mon avocat n'a pas perdu de temps en politesse. Il a fait glisser une seule feuille de papier impeccable sur le bois poli. Il a tapoté son stylo sur le document et a cité un statut spécifique du Code du travail.
Il a informé Bernard qu'en retenant malicieusement mon indemnité de départ finale au-delà du délai légal, l'entreprise avait automatiquement annulé ma clause de non-concurrence. Le sourire de Bernard a vacillé. Sa mâchoire s'est crispée. Il a ouvert la bouche pour argumenter, mais il n'en a jamais eu l'occasion. Le bruit sourd d'un classeur massif frappant la table a fait sursauter tout le monde. Mon avocat l'a ouvert. Il a poussé une épaisse pile de mai imprimée de 2004 directement devant Bernard, les étalant soigneusement pour que les signatures soient parfaitement visibles. Il a formellement annoncé le dépôt immédiat d'une plainte dérivée d'actionnaires pour manquement fiduciaire grave, sabotage d'entreprise et fraude. La réaction a été instantanée. La couleur a quitté le visage de Bernard si vite qu'il a semblé physiquement malade. Ses yeux parcouraient frénétiquement les pages imprimées, cherchant désespérément une échappatoire qui n'existait pas. Sa respiration est devenue superficielle et saccadée, il a tendu la main pour saisir l'un des documents, mais ses doigts tremblaient si violemment qu'il l'a fait tomber. Le patriarche intouchable se désintégrait juste devant moi. Le masque du sauveur bienveillant a été arraché, exposant un voleur désespéré et acculé. Mon père s'est penché. Il a retiré les documents des mains tremblantes de Bernard. Il a abaissé ses lunettes de lecture et a fixé les pages. Il a lu les mots. Puis il les a relus. J'ai regardé 20 ans de lavage de cerveau se briser en temps réel. Les décennies d'excuses forcées. Les vacances passées à servir Bernard comme un membre de la royauté. Le poids écrasant d'une fausse dette qui avait dicté chaque décision prise par notre famille. Tout s'est cristallisé en une rage pure et viscérale. Les veines du cou de mon père se gonflaient contre son col. Ses mains se sont serrées en poing. Mon père s'est levé. Sa chaise s'est renversée en arrière sur le tapis. Il a saisi le lourd pichet d'eau en verre au centre de la table et l'a lancé violemment à côté de la tête de Bernard. Le pichet s'est fracassé contre le mur, inondant toute la pièce d'eau et de verre brisés. Thibaut a bondi de son siège en hurlant. Bernard s'est recroquevillé dans son fauteuil en cuir, levant les bras pour protéger son visage, complètement terrifié. Mon père a saisi la main de ma mère. Il m'a regardé, ses yeux brûlants d'une fierté protectrice féroce que je n'avais pas vue depuis que j'étais une petite fille. Puis il a regardé Bernard, qui frissonnait sous le verre brisé. Nous en avons fini, a-t-il craché les mots comme du poison. Il a tourné le dos à l'homme qui avait ruiné sa vie, et les marionnettes ont enfin coupé leur fils. Le marteau est tombé avec un coup final et lourd. Bernard a été officiellement inculpé de 3 chefs d'accusation de fraude électronique et de 2 chefs d'accusation d'espionnage industriel. Le juge l'a condamné à 4 ans dans un établissement correctionnel accompagné d'une ordonnance de restitution obligatoire de 2 200 000 € aux actionnaires de la société qu'il avait systématiquement escroqué. Les retombées sociales ont été absolues. Son club de golf prestigieux a révoqué son adhésion en moins de 48 heures. Le conseil d'administration a effacé son nom de l'histoire de l'entreprise et tous ses parents qui avaient l'habitude de lui faire la cour lors des dîners du dimanche ont soudainement développé une amnésie sélective chaque fois que son nom était prononcé. Thibaut, dépouillé de son titre non mérité et de son salaire massif, s'est retrouvé complètement sur liste noire dans l'industrie technologique. Il lutte actuellement pour passer les tests téléphoniques de base pour des rôles de support technique de premier niveau. 6 mois après le procès, une enveloppe blanche et fine est arrivée à mon nouveau bureau. L'adresse de l'expéditeur appartenait à la prison. L'écriture était indubitablement celle de Bernard. Il a rempli la première page de souvenirs nostalgiques de mon enfance, s'appuyant lourdement sur sa santé déclinante et prêchant sur la façon dont la famille doit toujours se pardonner mutuellement. Il a essayé de tirer les mêmes cordes de culpabilité qu'il avait utilisées pour contrôler mes parents pendant 2 décennies. Mon pouls est resté parfaitement calme. J'ai plié la lettre en 2, j'ai marché vers le destructeur de documents et j'ai inséré les pages dans la machine bourdonnante. J'ai jeté l'enveloppe vide dans le bac de recyclage et je suis retourné à mon bureau. Le silence dans mon bureau était magnifique. Aujourd'hui, ma vie est totalement différente. Ma nouvelle start-up opère à partir d'une suite au 2e étage avec de grandes baies vitrées laissant entrer la lumière du soleil de l'après-midi. Mes parents me rendent visite tous les vendredis pour le déjeuner. Mon père apporte des pâtisseries fraîches et ma mère rit vraiment maintenant,
un son clair et authentique que je n'avais jamais entendu durant toute mon enfance. Je suis entouré d'une équipe de développeurs brillants et dévoués qui respectent mon leadership parce que je l'ai mérité, pas à cause de mon nom de famille. C'est ma famille de cœur. Le chaos étouffant et constant de mon passé a été remplacé par une paix tranquille et inébranlable. Si vous regardez cela et que vous reconnaissez ce sentiment de lourdeur dans votre poitrine quand un certain parent appelle votre téléphone, vous devez comprendre la psychologie d'un narcissique familial. Ils ne vous aiment pas, ils aiment le pouvoir absolu de vous voir vous incliner devant eux. Il y a 3 règles que vous devez intérioriser pour leur survivre. Règle numéro 1, le sang ne fait pas la famille, c'est la loyauté qui le fait. La génétique n'est qu'un accident biologique. Le respect mutuel est une condition obligatoire pour avoir une place à votre table. Règle numéro 2, votre silence face à leur manipulation n'est pas de la patience, c'est de la complicité. Céder sur vos limites juste pour maintenir la paix, exactement comme mes parents l'ont fait, n'est rien d'autre qu'une invitation ouverte pour que les personnes toxiques vous exploitent davantage. Ils ne respecteront jamais une limite que vous refusez de faire respecter. Règle numéro 3, reconnaissez le piège de la gratitude. Ne remettez jamais le contrôle de votre vie à quelqu'un qui vous rappelle constamment ce qu'il vous a donné. Un cadeau qui vient attaché à une chaîne de contrôle n'est pas un acte de gentillesse, c'est une extorsion subtile et dévastatrice. Ce soir-là, lors du dîner, je pensais faire exploser toute ma famille. En réalité, j'utilisais une masse pour briser une cage invisible et sauver les personnes piégées à l'intérieur. Regardez de près votre propre vie. Quelle chaîne invisible de gratitude vous étouffe actuellement? Qui utilise une faveur passée pour vous garder petit et obéissant? Vous avez le droit de vous éloigner des personnes qui vous font du mal, même si vous partagez le même nom de famille. Reprenez votre pouvoir, coupez ces liens toxiques et commencez enfin à respirer votre propre air. Quelle histoire incroyable! Je sais exactement ce que vous vous dites en ce moment derrière votre écran. Vous vous demandez probablement pourquoi les parents de Clémence sont restés loyaux pendant 20 longues années ou pourquoi elle-même a passé 10 ans à bâtir un empire pour un oncle qui la traitait comme une moins que rien. Il est extrêmement facile de juger de l'extérieur, mais laissez-moi vous parler d'un concept que les psychologues appellent l'effet machine à sous ou le renforcement intermittent. Les manipulateurs toxiques comme Bernard ne vous torturent pas 100% du temps. S'ils le faisaient, vous partiriez immédiatement. Au lieu de cela, ils laissent tomber de petites miettes d'espoir imprévisibles. Un compliment rare par ici, une fausse faveur par là, ou un rappel constant qu'ils vous ont sauvé quand vous étiez au plus bas. Vous continuez à actionner le levier dans l'espoir de décrocher le jackpot de l'amour familial et de la validation, mais vous ne récoltez que des centimes. Clémence et ses parents n'étaient ni faibles ni stupides, ils étaient neurologiquement dépendants d'un jeu truqué. Cependant, quand Clémence a fini par sortir du brouillard, elle a exécuté une véritable leçon de défense financière. Remarquez comment elle a géré l'attaque, elle n'a pas crié, elle n'a pas fait de scène. L'émotion est le carburant des narcissiques. Au lieu de cela, elle a utilisé des faits froids, des audits et des preuves numériques. Elle a compris que parfois, il faut investir son propre argent pour financer sa propre libération. Elle n'a pas attendu d'être sauvée, elle a agi. Le verdict est simple, les manipulateurs comptent sur votre peur et votre isolement, mais dès que vous arrêtez de jouer selon leurs règles émotionnelles tordues pour passer aux faits concrets, leur empire s'effondre. Votre paix d'esprit vaut bien plus qu'une fausse dette envers un sauveur frauduleux. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette pression de devoir rester loyal envers un membre de votre famille uniquement par gratitude pour une aide passée alors que cette personne devenait toxique pour vous? Comment avez-vous réussi à fixer vos limites ou à vous libérer de cette emprise? Partagez votre expérience dans les commentaires pour aider ceux qui traversent la même situation aujourd'hui.